Salut à tous, bonsoir. Bon, attendez, je regarde si le son est bon. Bah ouais, j'ai 3 fenêtres ouvertes là. Hop. Normalement c'est bon, normalement c'est bon. Voilà, parfait. Ouais, forcément ça saute. Tiger Senpai qui écrit en russe, mais écoute, merde quoi. Bah ouais, c'est une star ce soir. C'est une star. Hein, on a quand même quelques stars parfois. Pas souvent. Mais envers Darfish, ah c'était il y a longtemps. Hein. Le pauvre Darfish, il avait pas mérité ça. J'essaie de plus me mettre en colère maintenant comme ça. Voilà. Matez-moi un petit peu l'engin. Ouais, est-ce que c'est pas un des systèmes d'armes les plus connus? Tu peux remonter le M3 Grand, putain, mais en plus un char pourri. Hein, un char pourri le Grand. Et tu veux que je le fasse remonter? Allez hop, il est remonté, plus, je le vois là, le Grand. Magnifique. Hop, hop. Merci mec. Il en a traumatisé des gens ce véhicule. Oh que oui. Hein. Il continue d'en traumatiser sur Company of Heroes encore. Hein. Ah là 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 là. Le pauvre Darfish qui est toujours banni sur la chaîne. Bah écoute, bon débarras. Hein. Il apprendra à fermer sa gueule comme ça. Il va pas faire chier. Il va pas troller. Voilà. Char pourri mais utile. C'est pas un char? Hein. C'est pas un char, hein. Le Katyusha n'est pas un char, c'est un système d'artillerie. Alors, il a pas tort. Ça fait partie de ces... Est-ce que c'est pas un des véhicules les plus connus de la Seconde Guerre mondiale? Avec le Tigre, le Sherman, le T-34, les Katyusha sont devenus quand même un petit peu... les ont copiés. Les Nebelwerfer étaient là avant les Katyusha. Les premiers Nebelwerfer à tube rentrent en service avant les Katyusha. Les gens parfois font l'erreur. Le Grand, ah oui, absolument, ouais, le Grand absolument pourri mais utile, sans aucun doute. Comme tous ces petits chars, ces petits chars, bon, petits, pas si petits que ça quand même, hein, mais pratiques, ouais, sans aucun doute. C'est le symbole du front de l'Est, absolument. Le Katyusha, et même aujourd'hui on utilise encore ce terme pour désigner un système de lance-roquettes multiples. Le terme Katyusha est assez commun, à juste raison, puisque les descendants des Katyusha n'ont que très peu évolué au niveau technique, et les armes qu'on utilise en Ukraine aujourd'hui sont très similaires à ce qu'on utilisait pour la Seconde Guerre mondiale. On va en reparler un peu des problèmes de l'arme, parce que c'est un système d'armes très particulier, avec un usage très particulier, et les défauts de cette arme, on les retrouve encore aujourd'hui sur tous les théâtres d'opération. C'est sûrement un des systèmes d'armes les plus utilisés du XXe siècle. C'est un système d'armes qu'on utilise encore aujourd'hui énormément, et on va parler un petit peu d'où ça vient. On va essayer de défaire le mythe. C'est le problème de ces armes un peu légendaires, c'est qu'elles ont un aura, un mythe. Il est difficile parfois de faire la part des choses entre leur efficacité réelle sur le champ de bataille et le mythe. Vous avez les mêmes problèmes avec le Sherman, avec le Tigre, avec les T-34. Donc là, on va parler un petit peu du mythe et de pourquoi il y a un mythe autour de cette arme, à juste raison. Et on va parler un petit peu plus de son efficacité réelle sur le champ de bataille. Donc ouais, c'est un lance-roquette multiple, d'accord? C'est les rails que vous voyez là, vous avez une rampe et vous avez des roquettes qui sont montées dessus. Donc roquettes, carburant solide, on va reparler, c'est une petite fusée. Les Russes en ont déployé des dizaines de milliers pendant la Seconde Guerre mondiale, en batterie, en système d'artillerie. Et c'est vrai que les Allemands en ont été un petit peu traumatisés des Katyusha. C'est une arme qui a un très fort effet psychologique quand vous êtes dessous surtout. Et c'est vrai que c'est devenu une arme un petit peu iconique, comme le T-34. Donc ouais, donc on va reparler un petit peu des débuts de la roquetterie soviétique, on va voir d'où vient cette arme un petit peu de... Comme les sirènes des Stuka, absolument. Ne jamais sous-estimer l'impact psychologique d'une arme que ça peut avoir sur des êtres humains et des soldats. Donc déjà, on va faire un énorme bond en arrière, puisqu'on va parler des débuts de la roquetterie soviétique. Pour ceux qui sont intéressés, j'avais déjà parlé de la roquetterie américaine avec le bazooka. Le bazooka qui est une roquette aussi, issue entre autres du génie de Godard. Et c'est vrai que les Russes ont emboîté le pas après la Première Guerre mondiale. Et ils ont eu une génération dorée, les Soviétiques. Et les Soviétiques, à la fin des années 20, entre autres vers 1928, ont commencé à avoir des bureaux d'études, les premiers bureaux d'études soviétiques de roquetterie, pour commencer à bosser sur les premiers modèles de roquettes soviétiques. Ils vont partir de zéro et ils vont développer vraiment des espèces de machins à carburant solide
Jean-Luc Godard. Bah, je connais pas son prénom. On doit peut-être pas parler du même, hein. Godard. C'est quoi, attends c'est quoi le mien? Hop. Godard. Godard Rocketry. Hop. Ah non, moi c'est Robert. Moi c'est docteur Robert Godard. Hop là. Donc ouais, on a les soviétiques à la fin des années 20 qui vont bosser sur ces premières roquettes. C'est vraiment les balbutiements. Ce que vous avez là, c'est le début, c'est ce qu'on appelle les roquettes RS-82 et RS-132. Donc déjà, celles-là sont un petit peu plus tardives que ce qu'ils vont tester. Ils vont beaucoup expérimenter dans les années 30 avec ces modèles de roquettes. Ils vont sans cesse améliorer le carburant solide. Ils vont améliorer les portées, la précision. Et ils vont, on a ouais, un petit peu la... Vous voyez, il faut que le bout soit pointu, les gars. Vous voyez? It need to be pointy. Not a flying dildo. Les gens ont peut-être la ref. Mais voilà. Donc ça... Il y a de la musique ou c'est moi? Bah ouais, il y a la musique derrière. Tu veux que je la baisse un peu là? Tiens, voilà, elle est baissée. Chieur. Donc ouais, vous avez les soviétiques qui vont bosser... sur ça. Ils auront quelques problèmes, hein. Un des meilleurs ingénieurs, voilà, Grigory Langemak, qui est un des chefs du bureau d'études de la RSRII, donc le Reactivity Scientific Research Institute, donc tout ce qui touche l'Institut de roquetterie. Il va être dénoncé par son chef de service en 1937. Il va être exécuté par le NKVD avec la moitié du bureau d'études. D'ailleurs... quelle n'a pas été ma surprise d'apprendre qu'un de ses collègues de travail n'est autre qui lui aussi va être engoulagué et va passer à ça de l'exécution, c'est Valentin Glushko. Alors peut-être que pour ceux qui ne sont pas familiers avec le programme spatial soviétique, vous avez deux personnages extrêmement importants dans le programme spatial soviétique d'après-guerre, c'est Korolev et Valentin Glushko. Et ces deux-là, c'est les von Braun russes. Et bah dites-vous que Glushko était collègue de Langemak en 37 et que c'est ces mecs-là qui ont développé... entre autres, tous les premières roquettes soviétiques. Donc voilà les premières roquettes RS-82. Donc à l'époque, les soviétiques sont bons en roquetterie. Hein, et ils vont être les premiers à adapter ça sur des avions. Et ils vont tirer les premières en 39 pendant la bataille de Khalkhin-Gol. Ils vont aller détruire des avions soviétiques et tout avec des RS-82. On les retrouvera plus tard par exemple, sous un Lac 3 en 1941. Et les soviétiques ont très tôt introduit de la roquetterie dans leur... ils étaient bons les soviets en roquettes. Même après la guerre froide, les soviets avaient en général plusieurs années d'avance sur les occidentaux. Et les soviétiques vont très tôt introduire ce type de machine. Donc un des descendants de la roquette RS-82, c'est une autre roquette qu'on appelle la roquette M13. Une roquette beaucoup plus lourde. Donc pendant que les soviétiques en même temps bossaient sur des roquettes... First Plessy! Merci mec! Donc ouais, en même temps qu'ils bossaient sur les roquettes portées, bossaient sur des roquettes aussi plus lourdes. Là, la M13, on dirait pas comme ça, mais elle fait 80 cm, presque 1 mètre, et elle pèse 43 kg. 43 kilos, le but étant de faire des roquettes d'artillerie. Celle-là n'avait pas vocation à être embarquée. Mais j'ai vu des photos de dingue où sur des Petliakov P8, il y avait des roquettes de défense à l'arrière et tout. Les soviétiques, vous connaissez la démesure soviétique des années 30, ils testaient absolument tout et n'importe quoi, et ils ont énormément innové dans certains domaines. La roquetterie en fait partie, et parfois ils ont testé des choses un peu folles. Donc voilà notre roquette M13, vous reconnaissez dans le titre, la Katyusha. Donc le nom du système, c'est BM13. Systématiquement, dans toutes les variantes du Katyusha, vous aurez le nom de la roquette qui est dessus. Vous allez voir que la Katyusha a énormément de variantes, avec parfois différents types de roquettes, différents calibres et charges explosives. Donc systématiquement, dans le nom initial, vous aurez la roquette, donc parfois M13, M8, M24, jusqu'à M31. Et après, vous aurez un autre numéro qui correspond au vecteur qui va porter le système. Donc les soviétiques vont, en 1936-37, se retrouver avec cette roquette M13, mais ils savent pas trop quoi en faire. C'est-à-dire qu'on a une roquette d'artillerie, elle part bien. Le problème, c'est comment vous convertissez ça en un système
d'artillerie intéressant. Parce que c'est bien beau d'avoir ça, mais bah, on a une roquette pointue, quoi, et puis elle part, on arrive à peu près à la faire atterrir où on veut, donc ils vont commencer à expérimenter avec de la mobilité. Alors vous savez qu'on n'a aucune photo de cette époque. On n'a aucune photo. Tout ça, c'est un programme qui est totalement secret, avec la paranoïa soviétique. Ça, c'est un programme qui est tenu par le NKVD, qui est fait dans les goulags, entre autres un Glouchko bosse depuis le goulag. Et tous ces mecs-là, tout ça est totalement cadenassé. On n'a aucune photo de tous les prototypes que je vais vous parler. Zéro photo, c'est rare. Généralement, vous avez vu les avions, j'arrive toujours à avoir des protos et tout. Là, toutes les photos que je vais vous montrer commencent en 1942. Parce que c'est au moment où le programme va devenir vraiment public, tout le monde va connaître les Katyusha. Mais jusqu'en juillet 41, voire un peu après, c'est une arme qui est totalement secrète. Pour des raisons logiques, que c'est de la roquetterie et que c'est considéré comme de la technologie de pointe. Regardez-moi ça, le ZIS-5, un des camions soviétiques, ZIS-5, ZIS-6, ça fait partie des camions soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, avant l'introduction massive de camions américains avec le Lend-Lease. Et ben les soviétiques vont commencer à mettre cette roquette sur le camion, parfois sur des pods de côté, des pods au-dessus, et ils vont se rendre compte que ce n'est absolument pas pratique, et ils vont réfléchir comment réussir à optimiser ça. Et ils vont trouver une solution déjà pour optimiser le tir. Ils vont commencer... Une roquette ne suffit pas. Un des problèmes de la roquette M13, c'est son imprécision. D'accord? Donc qu'est-ce que vous faites quand c'est très imprécis? Bah vous allez en tirer beaucoup. Contrepartie, si c'est tellement imprécis au point que ça tombe à 200-300 mètres d'écart à chaque fois, bah plutôt que d'en tirer une, bah on en tire 24. Donc ils vont se dire, on va mettre un espèce de gigantesque rail au-dessous, et on va pouvoir commencer à tirer, à saturer. Et après on met ça sur un camion. On met ça sur un camion, regardez. Là, donc derrière vous avez un Studebaker américain. Donc voilà, sûrement parmi ce qui pourrait être considéré comme les premiers modèles de Katyusha avec un ZIS-6. Donc voilà à quoi ça ressemble, hein. Donc c'est des gigantesques rails dessus, roquettes au-dessus, roquettes au-dessous, et puis bah, vous envoyez la sauce, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 roquettes, et vous avez vraiment les premiers Katyusha, ce qu'on appelle les BM13. Vous allez avoir après les BM13 S pour Studebaker, quand on va les mettre sur des châssis de camions américains, et vous allez... ça avait combien de portées? Ça dépend du type de roquette. Si tu veux, j'ai un petit tableau avec les portées. Je te le montrerai. Comme ça, tu verras. Parce que chaque roquette avait une portée différente. Forcément, plus la roquette était lourde, plus la portée était moindre. Mais c'est pas une arme de très longue portée. Quelques kilomètres, généralement. Donc ouais, le châssis se déformait pas à la longue. En tout cas, ils ont pas eu trop de soucis vu le nombre qu'ils en ont fait. Hein. Donc, le système Katyusha, c'est ça. C'est des rails extrêmement rustique, avec les roquettes, allumage électrique, on appuie, et vous tirez. Vous allez en tirer beaucoup en même temps, vous allez tirer par salve, pour maximiser l'effet de saturation, parce que tirer juste une roquette ne sert à rien. Vous allez donc tirer généralement, vous prenez une batterie de Katyusha, c'est 4 camions avec les 4 systèmes, ça fait 24 x 4, attendez, calculateur, ne vous moquez pas, ça fait pas 88, 24 x 4 96, pardon. Ça fait 96 roquettes. Et vous tirez par batterie. Donc le but est de saturer sur 10 secondes. Vous tirez 96 roquettes. Ça va faire environ 5 tonnes d'explosifs. Et c'est considéré une batterie. Donc 4 Katyusha. Ça va vous faire un terrain de football. Du 400 mètres carrés de saturation. Vous allez retourner le terrain sur 400 mètres carrés. Cette arme n'est pas une arme précise du tout. D'accord? C'est pour ça qu'on tire par salve et qu'on tire ensemble. On est bien loin... de l'artillerie qui a vocation à détruire des cibles bien spécifiques. Voilà. C'est pas 16 roquettes par camion plutôt que 24, ça dépend des versions. Ça dépend des versions. Tu auras d'abord 16, après tu auras du 24. Comme je dis, ça va énormément. C'était complexe à produire. Non. Ils vont en faire plus de 100 000 pendant la guerre. 100 000. Hein. Et imagine les millions de roquettes qui ont été faites en plus. Donc ouais, vous avez... voilà ce que ça donne. Donc là, c'est un Studebaker. Ça te vaporise, c'est pas de la vaporisation, c'est de la saturation. Je vais reparler un petit peu de l'efficacité réelle des Katyusha au combat. Ça ne vitrifie pas, d'accord? Ça laboure potentiellement. C'est encore utilisé ce type d'arme. Bah écoute, oui. J'en ai vu avant-hier. En Ukraine.
les Russes qui ont tiré avec du grade sur une position ukrainienne. Donc ouais, on les utilise encore dans certains contextes. Et les Ukrainiens, on l'utilise aussi. Dans les deux camps, on utilise les mêmes systèmes. Donc là, vous avez une très belle photo colorisée. Camion Studebaker américain avec le système au-dessus. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de roquettes. Voilà, vous chargez pas. Et voilà ce que ça donne en batterie. Hop là. Donc là, vous avez les 4 camions. 1, 2, 3, 4. Vous avez la batterie. Donc c'est rustique, hein. Regardez ça. Le problème... L'avantage de l'artillerie, c'est que tant que vous avez des obus, vous pouvez tirer. Le problème de la... On va parler des problèmes de la Katyusha, d'accord? Du système d'armes en lui-même. L'imprécision est terrible. C'est la saturation. Autre chose, une fois que vous avez tiré toute votre salve, vous n'êtes plus disponible pendant au moins 1 heure. Et il va falloir recharger tous les tubes, tous les rails, un par un, dessus, dessous. Et ça peut poser problème. Regardez ce que ça donne. Les chargements à la main. Donc là, on est encore sur... on voit le camion américain, ça, sans aucun doute. C'est un cauchemar de logistique. Quand vous vous battez en hiver, les mains au contact du métal et tout ça. Rappelez-vous que chaque roquette fait plus de 40 kilos. Et vous devez mettre ça dessus, dessous. C'est épuisant de travailler sur une batterie de Katyusha. Et c'est vrai que vous pensez un peu à la météo en hiver et tout. C'était considéré comme extrêmement difficile. Un des points faibles de l'arme, c'est son temps de rechargement. Et les conditions difficiles, tout doit se faire à bras d'homme. Voilà. Hein, ouais, le Calliope arrive plus tard. Hein. Le Calliope arrive plus tard. Bakori! Merci pour les 10 mois, mec. Ça, c'est pris, selon la légende, à Berlin en 45. Regardez les mecs qui poussent. Les mecs qui poussent derrière. Donc, regardez la taille, quand même, des machins. La taille des machins, hein, ça rigole pas. Hein. Certaines font presque 1,50 m selon les calibres et les modèles. Donc, imaginez ça dans la boue. Dans la boue. Avec les mains gelées, sous la pluie, pendant des heures. Vous remettez, vous retirez. Vous remettez, vous retirez. Donc, c'était... c'est une des faiblesses de cette arme, c'est son manque de disponibilité au niveau du feu. Une fois que vous avez tiré, après c'est finito, vous pouvez plus tirer tout de suite. Et le problème de l'artillerie, c'est que parfois on a besoin d'une artillerie qui est disponible au moment T. Donc vous avez des batteries en alerte, vous les appelez, elles tirent. Là, ça marche pas comme ça. Vous espérez qu'il y ait des mecs en Katyusha avec les roquettes de montée et qu'ils aient pas tiré il y a 20 minutes. Sinon, c'est baisé quoi. Voilà. Par contre, très mobile, absolument. Un des avantages, c'est la mobilité. Vous tirez, vous vous barrez tout de suite. Comme ça, vous évitez les tirs de contre-batterie. Parce que vous êtes visible de loin quand vous tirez avec les Katyusha. Ça se voit de loin, les Katyusha. Donc ouais, l'avantage avec des camions tout-terrain, comme ça, que ce soit... Bon, après, les camions américains étaient mieux adaptés. Mais vous allez avoir énormément de mobilité. Regardez, c'est des très belles photos. Encore un camion Studebaker. On reconnaît au pare-choc un peu incliné. Le boucan était aussi absolument terrifiant, d'où le terme de orgue de Staline. Ça a été donné par les soldats allemands. Attendez, regardez, j'ai un bruit. J'ai un bruit d'orgue de Staline. Imaginez, c'est une batterie, c'est 96 roquettes qui vont partir. Hein. 96 roquettes qui partent en 10 secondes. Vous allez sur YouTube, vous tapez Katyusha ou Grad, vous verrez des vidéos de ça. On a les pourcentages de combien de camions transvasion Katyusha? Non, énormément. Vu la quantité de photos que je vois avec des camions américains, vous avez énormément de Katyusha sur châssis américain, Studebaker entre autres. Vous avez même une variante spéciale pour ça. Voilà. Donc ouais, et pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble aujourd'hui, avec une vidéo, ça a été pris en Ukraine. C'était sûrement après 2014, donc pas depuis 2022. Ah non, attendez, je vais virer la photo. Hop là, la vidéo elle est connue. Ça c'est des grades, c'est des descendants des Katyusha. Ça date des années 60 hein. Donc ouais c'est... Voilà. Voilà. Donc là c'est des roquettes de 122 et c'est des paniers à roquettes de 40 qu'il y a sur des grades. Donc vous pouvez facilement aller sur YouTube, vous verrez ce que ça fait des grades. En effet c'est devenu précis, jamais. Jamais. Par contre on a des évolutions modernes comme les tornados qui sont devenus extrêmement précis. Qui sont des Katyusha devenus extrêmement précis.
avec certaines roquettes guidées et tout ça. Voilà. Ils ont pas mis des roquettes sur des T-34. Très bonne question. Donc là, je vous ai montré que les soviétiques, très tôt, ont testé sur du ZIS-5, du ZIS-6. Ils ont pris les camions qu'ils avaient. Mais ils se sont aussi dit, est-ce qu'on pourrait pas mettre ça sur d'autres supports? D'accord? Et vous avez, au fur et à mesure qu'ils ont développé des roquettes, ils ont mis ça sur absolument des quantités dingues de supports. Donc vous allez, au fur et à mesure qu'ils ont alourdi, ils ont testé des nouvelles choses. On a énormément, je vais vous faire un petit pot pourri regardez, ils se sont dit, vu qu'ils avaient énormément de T60, ils ont pris des T60 et ils ont mis des petits paniers, voilà, à roquettes dessus. Ils ont testé avec les KV1, absolument. Ils ont testé avec des KV1, mais j'ai trouvé aucune photo. Donc voilà, les BM8-24, qui là sont les... regardez dans les tableaux des variantes, je vous raconte pas que des conneries. Regardez, BM8-24, T40, T60. Donc il s'agit de la variante sur véhicule. Donc pour faire simple, le système Katyusha, c'est ce qu'il y a au-dessus, d'accord? Mais vous pouvez le mettre n'importe où. Et si vous avez rien, vous le posez au sol, vous le calez bien au sol, et c'est parti! Donc c'est vraiment un système de rails que vous, après, vous bricolez. Voilà. Vous avez le Calliope chez les Américains, mais on n'est pas là pour parler de ça. Vous avez aussi, sur des Jeep Willys, la BM88. Regardez, ils ont même mis ça sur des foutus Jeep. C'est pour vous dire, hein. Donc ouais, ils ont même mis ça sur des Jeeps BM88. Voilà. Alors malheureusement, j'ai pas trouvé de photo, mais vous avez aussi des trains blindés. Sur des trains blindés, il y avait des batteries de Katyusha. J'ai trouvé une photo, mais j'ai oublié de l'enregistrer et je l'ai jamais retrouvée. Mais vous avez des photos avec des trains blindés, avec des Katyusha dessus, posés. Et c'est parti. Et les mecs, donc vous voyez que le Katyusha, ils le mettaient absolument partout. Tant que c'est mobile, c'est bon. Et si c'est pas mobile parce qu'on a plein de choses à avoir de support, bah c'est pas grave, si vous avez les roquettes, ça tire quand même. Hein. Donc ouais, un système simple et pratique, c'est facile à produire. C'est tellement facile à produire. Mais c'est des rails collés. Collés, hop, et c'est parti. C'est un système d'une rusticité. Facile à produire, ils en ont fait plus de 100 000 pendant la guerre. Ça, voilà, c'est pour vous dire. Vous pouvez aussi l'avoir sur remorque. Bah ouais, le plus simple, c'est de monter le Katyusha sur remorque. Voilà, vous avez la variante avec remorque. Et c'est vrai que vous le trouvez absolument partout. Regardez, ils ont même pris des tracteurs STZ5, un bon vieux petit tracteur soviétique. Le tracteur STZ5. Est-ce que je l'ai dans mes variantes, ça? Attendez, je vais aller voir. STZ5, STZ5. Todd Baker. Oh, je l'ai pas. Je l'ai pas. Ici, ça. Ah bah, j'ai même pas cette variante. Vous voyez? Donc ouais, mais ça vous montre un petit peu. Les mecs ont testé sur absolument tout. Par rapport... Regardez. Non mais il est mignon. Comment ça, c'est quoi cette chose? Tu t'es vu dans le miroir récemment? Il est plutôt sympa. Et vous noterez que vous avez du blindage sur les vitres. Pour la contre-batterie, pour vous protéger peut-être de tirs de mortier et tout ça. Ce sont des... Généralement, vous avez une cabine blindée. Et là, vous avez les vitres qui sont blindées aussi. Pour d'éventuels tirs de contre-batterie avec des frags et tout ça. Voilà. Donc ouais, matez-moi un petit peu l'engin. Donc ça, c'est simplement encore une variante du BM13 sur un châssis différent. Donc ouais, cette arme a des problèmes. Donc j'ai déjà parlé, précision, nul. Il faut beaucoup de Katyusha et une sacrée puissance de feu pour retourner un terrain extrêmement large. Donc on est bien loin d'une artillerie de précision. Le temps de rechargement, une fois que vous avez tiré, est aussi extrêmement long. Et donc, quel est l'intérêt de cette arme? on peut se poser la question, quel est l'intérêt d'avoir ce type d'arme? Il y a un côté psychologique, absolument. La Katyusha est une arme de terreur. Est une arme de terreur, une arme psychologique. Comprenez que les dégâts effectifs, ce sont les dégâts collatéraux de l'effet principal. Généralement, on va tirer... C'est très situationnel. Vous allez tirer à la Katyusha pour préparer une attaque. Quand vous voulez préparer une attaque, par exemple, vous allez tirer pour faire baisser les têtes. Rappelez-vous que vous allez faire de l'attaque de saturation. Quand vous savez que vous avez des mecs qui défendent, vous allez leur tirer dessus avec ça pour les forcer à baisser la tête.
Et vous espérez que peut-être vous allez réussir à en toucher quelques-uns ou à toucher des positions. Face à un ennemi bien retranché, et face à un ennemi expérimenté, qui connaît ce type d'arme, l'effet des Katyusha n'est pas nul, parce qu'il y a toujours le risque de s'en prendre une sur la courge, mais est grandement nullifié. Par contre, si vous tirez dans des zones logistiques, si vous arrivez à l'amener à portée de certaines zones de gare avec des points logistiques, avec de l'essence, des munitions, la saturation va être extrêmement intéressante. Vous comprenez que c'est vraiment une arme qui peut avoir un effet totalement nul si vous tirez dans un certain contexte. Donc vous imaginez, vous attendez pour votre salle, vous tirez, puis en face vous avez des mecs bien retranchés, bien bétonnés, les Katyusha vont rien faire du tout. Par contre, sur peut-être des soldats moins bien entraînés, ça va avoir un effet... Il y a une idée de fin du monde quand vous êtes là-dessous. Hein. C'est pas juste de l'artillerie qui tombe, c'est l'entièreté du terrain autour du veau qui se soulève. Le sol tremble. Vous imaginez pas comment un sol peut trembler avec ce genre d'abomination. Mais vous avez l'équivalent d'un terrain de football qui est en train de se soulever. Et vous êtes au milieu de ça. Vous voyez un petit peu le merdier? Si vous savez, si vous connaissez que vous n'avez pas votre première expérience, vous allez avoir l'expérience de ça. Mais si c'est votre baptême du feu avec ça, mais... tout à l'heure, je vous parlais de 4 Katyusha, mais parfois les batteries, ils les mettaient ensemble. Vous alliez avoir 8, 12 Katyusha qui allaient tirer en même temps, par salve à la suite. Et les mecs allaient écraser une position bien spécifique pendant 1 heure, sous le feu d'une batterie. Ça peut rendre les gens totalement malades. Ça peut rendre les gens fous d'être sous le tir de ça. Les Allemands vont être terrifiés par les Katyusha. C'est pas tant l'efficacité réelle sur l'équipement et le bonhomme, mais c'est pour ça qu'on appelle ça les orgues de Staline. La première fois que les Russes, les Soviets vont sortir ça en juillet 41, il y a tout le bataillon allemand qui va se prendre ça, qui va prendre la fuite, quoi. Parce qu'ils savaient pas ce que c'était. Et comme je dis, c'est une arme terrifiante d'un point de vue psychologique d'être là-dessous quand vous êtes soldat. Mais son efficacité réelle est à prendre avec des pincettes. Surtout face à un ennemi qui est retranché. Comme je dis, ça sera bien plus efficace sur du terrain ouvert. Un ennemi qui attaque à découvert, vous lui balancez ça. Ça va être très très chiant. Et si vous parvenez à taper des concentrations de troupes, des zones logistiques, des concentrations de troupes, la saturation va même devenir un avantage. Au début de la guerre, les Soviétiques tirent un seul modèle de roquette. Avec la guerre qui va évoluer, les Soviétiques vont commencer à faire des mix de roquettes. Ils vont commencer à tirer différents modèles de M13 et d'autres variantes, avec entre autres des roquettes pour percer le blindage, pour peut-être taper des chars et tout ça. Et les Soviétiques vont commencer à mettre différents modèles de roquettes et à faire des espèces de mix de différents types d'effets. Même, ça pouvait aussi tirer des smokes, hein. Ça pouvait tirer des panaches de fumée et tout ça. Hein. Ils vont se diversifier avec les Katyusha. Voilà. Donc ouais, toujours remettre en perspective pourquoi cette arme est là. C'est là pour faire du tir de barrage et de la saturation. Et quand vous faites du tir de barrage et de la saturation, vous n'êtes pas précis. Donc forcément, l'effet réel de l'arme est à prendre avec des pincettes. Voilà, mais si on l'utilise encore aujourd'hui, c'est que c'est extrêmement efficace. Sur la psychologie des soldats, sur une guerre d'usure, ce sont des armes de terreur. C'est comme ça qu'il faut le voir sur un champ de bataille. Les Katyusha sont des armes de terreur. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas encore 1 ou 2 mois, pour ceux qui ont suivi la bataille de Vuhledar en Ukraine, pendant une journée entière, les Russes ont tiré au grade non-stop sur Vuhledar. Les mecs à l'intérieur de Vuhledar, ils s'étaient retranchés dans des immeubles et tout. L'effet était quasi nul. Mais ils ont tiré juste pour garder les gens éveillés, la pression de tirer. Et puis la nuit, ils balançaient du phosphore. Vous voyez? C'est... Vous cassez le moral des mecs en face avec ce genre d'arme. C'est en soi plus efficace que de l'artillerie pour déloger des gens en prenant votre temps. Si vous pouvez vous le permettre, parce que ça consomme de la munition et tout, il faut de la logistique. Il faut beaucoup de logistique pour être capable d'utiliser ce type d'arme. Hein. C'est pas un obus. Hein. Là, vous quand même... Il est faux les roquettes, faut les amener. Hein. Donc ouais, voilà les chargements. Donc vous avez le rail se tire au-dessus et en dessous. Hein. Donc vous allez avoir... au début de préparation, vous aviez 12 roquettes. Après, vous pouviez en avoir 24 au-dessous. Voilà. Ça semble rapide à recharger à plusieurs. Mais le problème, c'est que chaque roquette fait 40 kg. Donc déjà, c'est chaque roquette, il faut 2 mecs. Et après, il faut mettre dessus aussi. Donc déjà, compte au chrono.
rajoute à cela des mecs peut-être épuisés, des mecs qui ont fait ça toute la journée, des conditions météo merdiques, de la pluie, de la neige, du gel, hein, mettre ça avec les gants sur le métal et tout ça. Non, non, c'était un travail extrêmement compliqué et épuisant de recharger les Katyusha. Voilà. Là, pareil, encore un camion Studebaker. Vous voyez qu'ils sont en train de recharger derrière. Hop, c'est en train de mettre sur les rails. Voilà. T'as tes bras d'or, ah ouais, là, l'uniforme, il tient plus, hein. Des sortes de racks pour recharger plus vite. Les Allemands, par exemple, avaient installé des espèces de racks sur les Nebelwerfer. Mais c'était aussi épuisant de recharger les Nebelwerfer. Donc voilà un peu les... Alors pour ceux qui sont intéressés par les différents modèles de roquettes, attendez, ça je les avais montrés. Regardez, un tir en hiver. Je me demande si c'est pas un camion Chevrolet, ça. Ça ressemble pas à un ZIS. C'est peut-être un Chevrolet. Ouais, ils ont mis les USA en ont fait. Les USA, alors, avaient les Calliope. Mais les Calliope étaient assez rares. Le Katyusha, c'est généralisé dans l'armée russe. C'est une arme de terreur généralisée que les Russes utilisent énormément. Pour saturer les zones, pour casser le moral des soldats allemands, pour casser le mental de la défense. Les Soviétiques ont cette particularité. Encore aujourd'hui, ça vient de la Seconde Guerre mondiale. Ce que j'appelle le choc et le feu. C'est que vous amenez énormément de munitions sur le champ de bataille et vous écrasez l'ennemi sous le feu pour le briser. Et les Russes font encore la même chose aujourd'hui en Ukraine. C'est une de leurs particularités. C'est cette doctrine du choc et du feu qui leur est très propre et qu'ils ont développé pendant la Seconde Guerre mondiale. Regardez-moi ces engins. Donc là, on est sur des BM8 36. 36, c'est pour le nombre de roquettes. Donc là, vous avez encore une autre variante. On va la voir si je l'ai dans mon petit tableau de variantes. Le BM8 36. BM8 36, monté sur un ZIS 5 ou un ZIS 6, absolument. Donc là, c'est 36 roquettes de 82 mm. Donc c'est camion soviétique. Mais là, vous avez 36 roquettes. Donc forcément, vous pouvez vous en douter, les soviétiques vont essayer de faire quoi? C'est de rajouter de plus en plus de roquettes, puis après, d'augmenter la taille des roquettes. Là, on veut des gros machins qui fassent boum. Donc là, tout ce que je vous ai montré, c'est des roquettes de 82. Dites-vous qu'on finira à la fin de la guerre avec des roquettes sur les BM31. On finira avec des roquettes de 300 mm. Attendez, j'ai un tableau des roquettes pour ceux qui me demandaient les portées efficaces. Là, vous avez toutes les roquettes pendant la guerre. Donc les plus petites sont les M8. On a les M13 de 132 mm qui, elles, font 1m50. On a vu des M13, on a vu des M8. Et on est allé jusqu'à des M31. Vous pouvez voir que la portée effective d'une M13 serait 10-11 km max. Mais en général, on est entre 5 et 10 km pour les premiers modèles de Katyusha. Donc il faut quand même avancer assez près du front pour les déployer et les tirer. Voilà. Ils ont augmenté l'équipage pour recharger les roquettes les plus grosses. Je ne pense pas. Je ne pense pas, hein. Et on voit que le poids... Alors après, là, c'est pas le poids de la roquette, c'est juste le poids de la charge de guerre, pas le poids de la roquette au total. Mais une roquette M13 fait 45 kg. Vous voyez? Ça pique quand même. Donc ouais, pour vous montrer un peu pour vous montrer un petit peu les autres modèles, vous avez par exemple les BM... où j'en étais? Alors ça, c'est encore autre chose. Donc là, vous aviez les BM8 36, voilà, je vous avais montré. Donc là, c'est 36 roquettes. Mais ils se sont dit, on va aller encore plus loin. On a là les BM8 48. Donc là, vous avez 48 roquettes. Dites-vous que le grade que vous avez vu en vidéo tout à l'heure, le grade, c'est 40 roquettes de 122 mm. Là, vous avez 48 roquettes de 82 mm. On voit que c'est encore sur un camion américain du Studebaker classique. Donc là, ça prend la pose devant la machine. On voit que tout peut tourner et tout. Ça, c'est les modèles un petit peu plus de fin de guerre. C'est propre, hein. Oui, les Katyusha ont été utilisés absolument par tout le monde. En Indochine, en Corée, au Vietnam après. On les a retrouvés dans tous les conflits d'Afrique. Et on les retrouve encore aujourd'hui. Ce sont des armes très pratiques. Là, c'est encore du BM8 48. Hey, ils sont beaux, les camions américains, hein. Donc quelqu'un me demandait la proportion de camions américains. Tu trouveras beaucoup plus de photos de Katyusha sur Studebaker. C'était, comme je dis, les soviétiques n'ont pas fait tant que ça de camions. Et les américains en ont amené 400 000. Donc forcément, ils ont tout fait avec, quoi. Donc là, pareil, on voit bien il n'y a pas les roquettes, mais on voit tous les rails
pour tirer les 48 roquettes. Et ils sont allés encore plus loin. Donc ça, c'est le BM8 48. Mais il y a le BM8 72. Matez la machine. 72 roquettes. Eh, une fois que vous avez tiré, il faut tout recharger à la main. Chaque 72 roquettes à la main. Les Russes ont retardé leur motorisation pour faire autant de Katyusha. Je pense pas. Je pense pas. Tu peux faire des demi-salves, absolument. Absolument. Tu peux totalement faire des demi-salves avec l'amorçage électrique que les Russes, les Soviets faisaient. Et ils le font encore aujourd'hui en Ukraine. Avec certains systèmes, ils tirent que plusieurs coups pour faire peur, parfois. Puis on retire après. Il y a une idée de harcèlement dans la durée. Ou alors pour économiser les munitions aussi, tout simplement. Voilà, bon, je vous mets quelques photos. Donc ça, c'est un BM1316. Donc ça, c'est la version la plus basique. Quelqu'un me demandait, vous avez là le BM1316. Attendez, ça dit quoi dans ma variante? Ça dit quoi dans ma variante? Le BM1613. Tableau de toutes les variantes. Hop. Le BM1613. Est-ce que je l'ai? Le BM1613, BM1316. C'est ça. C'est simplement monté sur un GMC, un Chevrolet. C'est monté que sur de l'américain. Et c'est en effet 16 roquettes. C'est 16 roquettes, donc c'est une roquette plus lourde. C'est la roquette de 132 mm. Donc c'est moins malléable que les roquettes de 82. Donc là, vous avez encore une autre variante. Et on voit la roquette qui part. Donc ça, là, c'est vraiment la roquette M13, pas la roquette M8. Donc la roquette M13, c'est celle-là. Roquette M13. Voilà, c'est ce monstre. Donc là, vous avez encore une autre variante avec seulement 16 roquettes. C'est adapté uniquement. Je me demande si le camion, c'est pas un Chevrolet. Je me demande si le camion, là, avec l'avant, c'est pas un petit Chevrolet. Et vous avez après les énormes. Les roquettes les plus lourdes qu'ils ont faites, les roquettes de 300 mm, ils les ont montées sur des BM31. Ça s'appelle le BM31. Pour la roquette M31, 300 mm, il y a 12 roquettes. Et là, vous avez le monstre, d'accord? C'est les Katyusha les plus lourds de la guerre, 300 mm. Les Allemands auront des Nebelwerfer de 300. Les Allemands iront même à 320 mm pour les modèles de Nebelwerfer les plus lourds. Donc là, on a vraiment les modèles de Katyusha les plus lourds. Compliqué ça, il faut être plusieurs sans aucun doute pour charger les munitions. Donc ouais, c'est un temps un délai pour tirer assez important. Là, c'est pris à Berlin, pareil. Encore un BM31 à Berlin. Lancez pas une roquette de 300... quelque chose comme ça, si. Pardon. C'est un char et c'est pas le même type de projectile. Du 380 mm, voilà. Donc, matez-moi le monstre, le BM31. Ça, c'est du Studebaker encore. Ouh, ça, c'est un Chevrolet, regardez, à l'avant. Rien qu'au capot, vous pouvez dire quel modèle de camion américain c'est. Donc là, c'est encore un autre BM3112, mais sur un autre châssis de camion américain, vous voyez? Vous vous rendez compte un peu de l'omniprésence des camions américains? La semaine dernière, on avait parlé du Lend-Lease. Bah là, vous voyez parfois des camions soviétiques, ZIS-5, ZIS-6, mais c'est vrai qu'on voit partout des camions américains, quoi. Voilà. Mais matez-moi un peu le monstre. Donc ça, c'est les Katyusha les plus lourds qu'on aura de la guerre. Vous avez vu un peu la quantité de modèles différents, de variantes différentes, de types de roquettes. Donc ce qu'on appelle Katyusha maintenant, c'est un terme vulgaire, une vulgarisation de tout le système pour tout simplement désigner ces espèces de paniers à roquettes. Et on dit Katyusha. Après, quand vous commencez à avoir l'œil, vous pouvez dire de quelle roquette il s'agit, de quel châssis il s'agit, voire même de quel modèle. Et quand vous voyez un T60 ou un T40, un tank, mais on n'est pas habitué à voir on est toujours habitué à voir les camions avec les Katyusha. Et là, pareil, c'est une photo qui est assez connue. Hop là. Et là encore, c'est du Studebaker. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être 7, 8. On a peut-être 2 batteries qui ont été assemblées. Donc 2 batteries, c'est 10 tonnes d'explosifs. S'ils ont tous les mêmes coordonnées, ils vont vous retourner un terrain de foot là. Vous voulez pas être là-dessous, hein. Donc ouais, ça va devenir une arme assez terrifiante, les Katyusha, pour les Allemands. Ils vont apprendre à les respecter, ils vont apprendre aussi à en avoir extrêmement peur. Comme je vous dis, il y a un aspect psychologique. Cette arme fait plus de dégâts
psychologiques à proprement parler que de dégâts matériels et de dégâts humains. C'est sûr que si vous faites choper à découvert... Tu vas parler des bateaux côtiers aussi, mais il y en avait, ils en ont mis partout. Ils en ont mis partout, j'ai dit, sur les trains blindés et tout. Et il y a même des variantes sur bateau sans aucun doute, que j'ai pas vu passer sur mes photos. Est-ce que sur mon petit tableau de variantes, ça vient de Wikipédia, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes, mais j'ai pas vu passer de photos sur les bateaux. Comme il y en avait sur rail en 44, carriage, rail carriage, sur les trains, ouais, remorque, riverboat, absolument, regardez, le 24 M8, projet 125, pour un navire blindé, sur les rivières, donc les patrouilleurs légers, Project 1125, Armourer Riverboat, donc c'était aussi fait pour être navalisé et mis sur un bateau, sympa hein. Donc c'est un système qui est incroyablement polyvalent, que vous pouvez mettre partout, parce qu'il est extrêmement simple, rustique, facile à monter, démonter, c'est un système très pratique, malgré son imprécision, il rend de fiers services. Tu peux un HL sur le sujet. Je ferai prochainement du train blindé. J'ai envie de traiter du sujet, parler un peu des trains blindés. Alors, j'ai vu je crois que c'était Lumia qui disait que le Nebelwerfer, les Allemands avaient copié le Katyusha avec le Nebelwerfer. Les premiers Nebelwerfer rentrent en service en 40. Donc avant, les Allemands ont eux aussi suivi le même chemin en termes de compréhension, mais l'ont peut-être pas aussi bien adapté en termes de saturation. Et ne l'ont pas généralisé comme les soviétiques. Mais donc ça c'est pris à Stalingrad. Regardez les batteries de Nebelwerfer, les soldats allemands mourant de faim en février 43, à devoir dans le froid charger un Nebelwerfer. Donc on avait des Nebelwerfer qui faisaient de l'appui-feu à Stalingrad tout à la fin. Là vous avez des soldats soviétiques qui passent devant une... Vous avez du 15, du 20, et vous avez même après du 28-32 plus tardif. Mais ouais, les Allemands ont un paquet de calibres de Nebelwerfer. Donc là aussi, c'est les mêmes photos prises. Regardez, ça c'est pris à Stalingrad. Vous voyez la batterie de Nebelwerfer. Ces armes ne sont pas précises par définition. Vous les mettez ensemble. Vous faites de la saturation. Vous groupez les batteries. Voilà. Donc matez-moi un petit peu les engins. Donc ça, c'est pris à Stalingrad aussi. Hein. Et vous voyez qu'il est fixé au sol pour le recul. C'est des beaux joujoux. Hein. Donc les Allemands avaient aussi quelque chose d'équivalent. Très efficace, mais pas aussi généralisé. Les Katyusha, les Nebelwerfer étaient rares. Les batteries de Nebelwerfer sont assez rares. Et elles n'étaient même pas données à un commandement assez bas au niveau tactico-opérationnel organique. Elles étaient données à un niveau de corps d'armée. Donc généralement, c'était pour préparer des offensives ou pour défendre dans certains secteurs chauds. Donc ils étaient assez rares, les Nebelwerfer. On est bien loin des soviétiques qui vont généraliser l'emploi des Katyusha. Et là, pareil, c'est comme ça que les Allemands transportaient. Vous voyez les munitions de Nebelwerfer? Ça c'est du 28-32, c'est le calibre le plus lourd. Donc vous avez directement des espèces de cases et vous pouvez charger. Ouais. Et c'est quand même aussi du boulot hein, de tirer au Nebelwerfer. The Morning Mini, absolument, le surnom donné par les Alliés. Donc ouais, et alors les Allemands ont testé et ont essayé de faire des vrais Katyusha. Par exemple, vous vous rappelez de la bestiaire du commando Baker hein? Regardez ça, c'est les mêmes rails que les Katyusha et c'est 24 roquettes de 8 cm. Voilà le sur châssis français. Vous rappelez-vous que c'est le Somua français. Et vous avez la version allemande. C'est en Normandie, c'est absolument en Normandie. C'est la bestiaire de la 21e Panzer. Et c'est le beau commando Baker qui a bricolé. Voilà, là vous avez Baker, Rommel et fait à gauche là. Mais voilà un petit peu l'engin. Donc ça, châssis de Lorraine. C'est pas du châssis de Lorraine, c'est du Somua. Alors les Allemands l'appelaient le S307 je crois. Mais c'est le Somua MCG je crois, ou quelque chose comme ça. Donc, et voilà ce que ça donne. L'engin en tir en cloche. Donc ouais, ça a traumatisé les Allemands au point qu'ils fassent une espèce de copie avec du matos français, voilà. Très joli, hein. Très très joli, hein. Alors, on aurait pu se dire qu'avec la fin de la guerre, ils auraient cessé d'utiliser ça.
Sauf que les soviétiques en ont fait une part entière de leur doctrine de choc et feu. C'est devenu une arme qui va avec la doctrine soviétique. J'avais déjà parlé de la doctrine offensive soviétique, quand j'avais parlé du T-55 et de pourquoi ce char existait. Le Katyusha, c'est la même chose. Cette doctrine d'appui-feu, de saturation, va avec l'offensive. C'est pas des armes de défense, ce sont des armes d'attaque. Et les soviétiques sont pas là pour défendre, ils sont là pour attaquer. Donc cette arme leur va parfaitement dans leur doctrine. Et ils vont embrasser ça. Et ils vont l'exporter chez tout le monde. Et ça va avec le côté rustique, je l'ai dit, mais c'est facile à produire, c'est facile à tirer, même s'il y a des contraintes humaines au niveau du chargement et des délais de chargement. Mais c'est quelque chose qu'on accepte de payer vu ce qu'on récupère. Et on va les retrouver, des espèces de semi-modèles pendant la guerre de Corée. On va retrouver pendant la guerre d'Indochine contre nous, les Viet Cong et le Viet Minh. Ils avaient entre autres des espèces de Katyusha pour faire de la saturation aussi. Et ça va devenir des armes du pauvre. Quand vous n'avez pas d'artillerie pour être précis, eh ben vous saturez. Et si vous avez la logistique pour porter les obus et les roquettes, eh ben vous allez saturer à coup de Katyusha, même si parfois certains modèles n'ont plus grand chose à voir. Les Chinois en ont récupéré un paquet. Les Coréens, les Nord-Coréens en ont aussi récupéré un paquet. Cette arme a été... Les Katyusha, c'est l'arme des pauvres. C'est l'artillerie des pauvres. C'est du luxe de pouvoir tirer avec précision à 20 km. Quand vous n'avez pas de thunes, vous saturez. Parce que vous avez de la logistique, vous saturez. Et on retrouve, même dans des guerres plus récentes, regardez ça, Iran-Irak, c'est du bricolage. C'est du bricolage iranien. Mais ça, c'est du Katyusha fait maison. C'est aussi très facile à... Il vous faut juste un putain de tuyau, un amorçage électrique et une fusée, hein. Et c'est parti, hein. Le but, c'est d'en tirer le plus possible, hein, tant que les stocks sont là. Et vous avez... C'est un système d'armes qui est utilisé toujours, partout. Comme je dis, en Ukraine, vous en voyez constamment. Le système a évolué parfois en quantité et en précision. Encore en précision, à voir. Mais là, regardez récemment le Hezbollah. Les mecs du Hezbollah, prenez la pause. Ça, c'est des Katyusha. C'est le même principe. Vu que vous êtes incapable d'être précis, vous allez saturer. Et vous mettez ça sur des pick-up. Absolument. Vous mettez ça sur des F350, là. Ou des bons pick-up Toyota. Et c'est parti. Si vous avez pas les moyens d'avoir de l'armement longue portée de précision, vous saturez. Et tous les pauvres des champs de bataille, que ce soit les Iraniens, que ce soit le Hezbollah ou les affreux du Hamas, ils saturent. Ils saturent parce qu'ils savent qu'en face, vous avez de l'interception, de la précision, donc on sature. On espère qu'il y ait 10% de ces roquettes qui touchent et qui fassent du dégât. Rappelez-vous que ce sont des armes de terreur. Le but, c'est de faire peur. Les dégâts sont généralement anecdotiques, mais c'est pour dire, regardez, on peut vous atteindre avec ce type d'arme. Mais il va falloir tirer beaucoup. Je vais vous montrer qu'il y a un drapeau libanais juste là. Magnifique, hein, n'est-ce pas? Les bombes à sous-munitions ne sont pas l'évolution de la doctrine de saturation, mais absolument. Mais absolument, les sous-munitions viennent de là. Vous pouvez faire... le système d'armes le plus connu, c'est le Grad. Le Grad, il est arrivé dans les années 60. C'est sûrement... ils en ont fait des milliers. Vous le retrouvez au service aux quatre coins du monde. Aujourd'hui, en Ukraine, on l'utilise énormément dans les deux camps. Les Ukrainiens tirent du Grad, les Russes tirent du Grad. Ça se recharge au marteau comme à l'ancienne. Il faut recharger les 40 tubes à la main. Et vous pouvez voir des photos en Ukraine, des mecs qui rechargent leurs tubes de Grad, des photos en couleur, pris par du photographe de guerre dans les deux camps. On voyait même un Russe qui se plaignait de la mauvaise qualité des roquettes fournies par les Nord-Coréens lors du chargement. Et vous aviez les soldats ukrainiens qui se plaignaient de la mauvaise qualité des roquettes fournies par les Tchèques. Et c'est une arme internationale qu'on utilise encore aujourd'hui. Donc là, c'est une version un peu plus moderne. Vous avez 40 tubes là-dessus. 40 tubes de 122. Ça correspond simplement à la vidéo que je vous ai mise. Ce sont des grades que vous voyez là. Donc la puissance de feu est terrifiante quand vous tirez avec une batterie. Là, je pense que c'est une batterie qu'il y a derrière. Il y a sûrement 3 lanceurs, je crois. 3 ou 4 lanceurs.
pas être là-dessous quand ça tombe. Voilà. Et vous avez après des versions qui ont évolué. Regardez, ça c'est pris en Ukraine, sans aucun doute. Peut-être des Ukrainiens en train de recharger. Donc vous voyez les pods à l'arrière, il faut tout recharger ça à la main. C'est toujours aussi épuisant, c'est toujours aussi imprécis. Et bah, vous continuez à saturer. De base, c'est une arme imprécise. Donc vous saturez. Et le problème, c'est qu'il faut recharger chaque truc à la main. C'est du boulot. Voilà. Alors, vous avez des versions plus modernes qui existent. Vous avez entre autres les ouragans. Les ouragans, vous les retrouvez aussi dans les deux camps. Les Ukrainiens ont même des versions ouragan améliorées. Donc là, c'est déjà de la roquette plus lourde. Ça peut être aussi plus précis. Mais vous retrouvez des ouragans en Ukraine. D'ailleurs, vous noterez que l'ouragan, là, a peut-être pris un drone qui n'a pas explosé. Un tir de contre-batterie. Les ouragans se font chasser généralement par la contre-batterie. Donc il faut de la mobilité à ces véhicules pour tirer et se barrer très très rapidement. Le TOS 1, je vais montrer le TOS 1 justement. Parce que lui, le TOS 1 est aussi une arme de terreur, mais aussi une arme extrêmement efficace. Parfois vous pouvez allier les deux. Donc ouais, l'ouragan. Très beau véhicule, hein, l'ouragan. Hein. Peut-être que ceux qui jouent à Red Dragon en auront déjà utilisé dans Red Dragon. Ils sont présents. Donc c'est une version plus lourde. C'est une version plus lourde que le grade, mais qui est aussi en service, qui est très commun comme véhicule. Et vous avez même, par exemple, des sous-versions de grade. Donc là, par exemple, ça c'est un grade tchèque qu'on appelle les RM70. Et les Tchèques ont donné tout leur RM70 aux Ukrainiens. Donc là, vous avez un RM70, donc c'est un grade plus lourd en service chez les Ukrainiens. Donc là, on est en Ukraine sans aucun doute. Et c'est un véhicule tchèque qui a été donné aux Ukrainiens. Donc vous avez vu qu'on utilise encore ces armes absolument partout. Ce sont encore des armes terrifiantes. Et Russes comme Ukrainiens les utilisent pour taper les positions ennemies, pour faire peur aux soldats. Dans les deux camps, on a des gens qui ne sont pas forcément des foudres de guerre. Et ces armes ont beaucoup d'effets sur des soldats qui sont peut-être parfois mal retranchés. Et surtout, des soldats qui découvrent la guerre, vous ne voulez pas prendre ça dans la tronche. Il y a encore une version plus lourde qu'on appelle le Tornado. Là, c'est des roquettes de 300 mm, mais c'est limite des armes de précision, puisque là, vous ramenez toute une composante de guidage. Et on voit des tornados être utilisés par les Russes pour frapper des postes de commandement et tout ça. Donc c'est l'espèce de... C'est l'IMARS russe, vous voyez, le Tornado. Et ils sont utilisés avec extrême précision pour taper des gares, des postes de commandement. Donc là, c'est même plus une idée de saturation, mais on rentre dans des frappes précises. Donc c'est des armes de terreur aussi, mais ce n'est plus de la vilaine saturation comme le grade. C'est un échelon technologique encore au-dessus, parce qu'il y a toute une composante de guidage qu'il n'y a pas sur les grades. Voilà. Et quelqu'un me parlait des TOS. Les TOS, c'est ça. Voilà, les TOS 1, vous avez aussi les nouveaux qui sont arrivés. Donc vous mettez ça sur des châssis de tank. C'est des armes thermobariques. Donc la portée est pas grande, mais ce sont des munitions au carburant. Donc ça génère énormément de chaleur. Ça brûle l'oxygène. Et vous pouvez crever de ça sans même être à portée. Juste la température ambiante va augmenter, ça bouffe l'air. Ça fait exploser les munitions. Les Russes utilisent ça énormément en combat urbain. En Ukraine, on a vu énormément de TOS être utilisés, parfois des TOS être détruits. J'en avais vu récemment à Chaziviar. Ils tiraient juste 5 ou 6 munitions, pas plus. Et ils dégageaient, ils retiraient. Voilà. Thermobarique, tu peux définir. C'est des armes qui génèrent énormément de chaleur en bouffant l'oxygène, d'accord? Et c'est le type d'explosion qui est très particulière. Donc elle génère énormément, elle bouffe tout l'oxygène. Imagine à 500 mètres, tout l'oxygène est absorbé. Donc toi, tu as besoin de respirer, tu vas cracher tes poumons. Et vu que ça va bouffer tout l'oxygène, ça va générer tellement de chaleur que même si tu n'es pas dans l'onde de choc de l'explosion, bah dis-toi que ça va simplement brûler tout ce qu'il y a aux alentours. Les munitions vont peut-être exploser alors qu'elles n'ont pas été touchées. C'est des armes ce sont des armes terrifiantes. Comme le napalm, c'est différent du napalm. Parce que le TOS a une zone d'effet. Le napalm, si t'es pas dessous, ça va quoi. Le TOS, si t'es dans la zone d'effet du TOS, tes vêtements peuvent s'enflammer spontanément. Voilà. C'est pire que du napalm.
Le TOS, c'est une arme terrifiante. Donc là, c'est une espèce de Katyusha qui va devoir être amené extrêmement près du front en termes c'est une de ses faiblesses du TOS, c'est qu'il doit être amené très près pour pouvoir être tiré avec efficacité. Mais les effets sont dévastateurs. Les TOS sont des armes terrifiantes. Les Ukrainiens les chassent, ces armes, sur le champ de bataille. Les Russes les utilisent énormément. En Ukraine, vous voyez souvent du TOS pour cramer de la position ukrainienne. Et c'est pas joyeux. Mais c'est la guerre, les mecs. Hein. On fait pas la guerre avec des canons à bisous et des chamallows. Hein. Les mecs se foutent sur la gueule avec des armes terrifiantes. Hein. Donc ouais, ce que vous avez là, ce sont des Katyusha. On pourrait vulgairement appeler ça des Katyusha. Et ça vient directement en termes de doctrine, en termes de doctrine d'emploi de la Seconde Guerre mondiale avec ce système. Mais c'est pas un système sans défaut. Et c'est vraiment très propre à une doctrine d'emploi soviétique. Même si en Occident, on retrouve des lance-roquettes multiples, hein, qui eux aussi... on a compris en Occident l'intérêt de ce type d'armes, et on a nous-mêmes, en Occident, on utilise... c'est quoi en France? C'était pas les Mars? C'est quoi le nom en France des lance-roquettes multiples là? J'en ai jamais vu quand j'étais dans l'armée. Lance-roquettes multiples France. Les LRM, je crois que c'était juste les LRM qu'on les appelait. C'est quoi leur nom? Lance-roquettes multiples, ouais c'est ça. Lance-roquettes multiples là. Non. Il me semblait que c'était un modèle en particulier. Ouais, voilà, les Américains ont le M210. Attendez, je vais vous montrer un peu un équivalent américain, même si c'est tactiquement plus impressionnant. Hop, show in folder. Voilà. Là, vous avez un M270 américain, vous voyez? Regardez. Tac. Voilà un petit peu les engins. Donc, même en Occident, on a compris l'intérêt de ce type d'armement. Vous voyez? La saturation, c'est très situationnel, mais ça fonctionne. Vous chopez des mecs en déplacement ou des mecs à découvert, vous les sabatez. Les soviétiques, eux, amenaient énormément pour tout saturer. Là, ça va être ce que j'appelle du cherry picking, c'est-à-dire qu'on va attendre d'avoir une situation favorable pour les tirer, ce genre d'engin. Et voilà, après, ça se guide aussi. Technologiquement, c'est plus proche des tornados, des HIMARS et tout ça. Mais il y a toujours une idée de saturation avec des munitions spécifiques pour ravager une zone entière. Voilà. Donc ouais, voilà pour le Katyusha. Les Mars et Hades avaient remplacé les Plutons. Ah là là, les bons vieux Plutons. Les bons vieux Plutons. Hein, l'époque où on voulait nuker l'Allemagne. Si ça tenait qu'à moi, on les ramènerait les Plutons là. On les ramènerait les Plutons là. Hein. Bon écoutez, je suis pas là pour faire mon germanophobe notoire. Mais je vais m'arrêter là. Quelle heure il est? D'ici 15-20 minutes, je relance mon stream. Est-ce que tu sais quelle opposée à cette doctrine? Bah, la Airland Battle, mon pote! La Airland Battle! La Airland Battle, c'est l'opposé de la doctrine soviétique! Deux mondes différents! Tu peux t'en servir comme un tir de couverture pour faire avancer ton inf. Ah, ça serait un peu du luxe, hein. Cramer un LRM pour une compagnie à l'attaque, c'est du luxe, hein. Pourquoi pas, hein. Les Russes le faisaient, hein. Les Russes, ça se retournaient le terrain à la Katyusha, mais parce qu'ils en avaient énormément. Et les Russes, ils avaient... Comme dit, c'est le choc et feu à la soviétique. Oh, Colinus qui a attendu la fin du live. Merci, Colinus. Tu peux faire remonter le 1OA. Le 1OA. Quel nom de merde. Bien sûr que je peux. Hop. Attends. Bizarrement. 1, hop. Hop. Dûment noté. Ah, Kugelwagen, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Mais non, mais je vois qu'il y a des Wartanks qui ont été faits. Magnifique. On avance, hein. On avance dans la liste, hein. Bon. Tu as une vidéo sur l'Ireland Battle? Non, j'ai pas fait. Je traite pas de doctrine. C'est très rare que je traite vraiment de doctrine. Je l'avais fait pour le T-55. J'avais parlé de la doctrine soviétique de choc et de feu. Mais j'ai jamais parlé de l'Ireland Battle.
et de toutes les combinaisons d'armes. Bon, je m'arrête là. C'est la musique de la show 4 absolument. Je m'arrête là. Ouais, donc d'ici 15-20 minutes, je relance mon stream. On ira voir avec les Dunédins. Il y avait que 13 amis heureux quand j'ai quitté l'institution en 2015. Oh là là, bah ouais, mais ça c'est malheureusement l'armée française. C'est quand ton prochain Wargun? Je ne sais pas. Tu veux qu'on fasse un Wargun? Tu veux qu'on fasse un Wargun? Ça peut se faire, hein. Je trouverai un sujet, hein. Demain, je ferai du Rome 2 en début d'après-midi. Je continuerai mon run avec Alexandre. Et demain soir, il y a un Phi qui sera là. Et on ira jouer sur Factorio en coop. On va poser des chaînes de montage et on va faire... on va partir de zéro et on va essayer de faire quelque chose de décent. Un Phi est meilleur que moi, donc je vais pouvoir apprendre, c'est parfait. J'ai juste commencé à apprendre à jouer, moi. Voilà. Bon, écoutez, je m'arrête là. Passez une bonne soirée. Si vous avez des choses à rajouter dessous, vous avez les commentaires. Et puis moi, je vous dis...